Nous sommes dans le centre de Paris. Cette voiture garée sur une place de livraison a été verbalisée par des contractuels. Aussitôt le PV posé, la voiture a été saisie par la fourrière. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais je suis là, il n'y a même pas une minute. Non. Mais l'automobiliste ne se laisse pas faire. Il s'est enfermé dans sa voiture pour protester. Une scène quotidienne dans toutes les grandes villes françaises. Les policiers nous ont vus. Ils vont nous demander de couper notre caméra alors que nous sommes sur la voie publique. Monsieur, vous arrêtez votre philo. L'automobiliste est prêt à tout. Il essaie carrément de détacher sa voiture du camion grue. C'est pas normal. Il n'y a même pas une minute. Demandez, voilà. C'est pas bien. Même pas une minute. Et c'est le client qui a le... Bonjour. Malgré son acharnement, l'homme est contraint de descendre de sa voiture. Il va devoir régler une amende. Le gardien qui équipe le magasin où nous sommes rentrés, je lui ai demandé est-ce que je peux rester là, pourquoi on prend manteau. Il a dit oui, allez-y, je regarde. Hein? Même pas une minute, il m'appelle, il dit Pierre, viens, il y a quelqu'un, on veut prendre ta voiture. Même pas une minute. Je suis avec ma fille, comment je vais faire? Il me dit de payer 100 combien? Hein? 126. Je suis obligé de payer 126. Ça dit venir prendre un manteau au magasin qui est moins cher à ma fille pour aller à l'école. Là, je suis obligé de payer 126, ne pas prendre le manteau. Voilà. C'est pas normal. C'est escroquerie. Hein? C'est escroquerie. Hein? Inutile de discuter. Comme environ 1 millier de Parisiens tous les jours, cet automobiliste doit payer les 126 € de frais de fourrière pour récupérer sa précieuse voiture. Aujourd'hui, pour la plupart des automobilistes, se garer dans les grandes villes françaises, c'est mission impossible. À Paris, plus de 3 millions de voitures circulent tous les jours pour seulement 230 000 places de stationnement. Des places qui ont diminué de presque 15% en 10 ans. Moi je suis très énervé, je viens de la poser il y a 2 minutes, il n'y a pas moyen de se garer dans cette putain de ville. Des automobilistes souvent tentés de stationner en infraction. Ces incivilités peuvent créer des bouchons et des accidents. Alors les contractuels sont inflexibles. Elles verbalisent à tour de bras et la fourrière envoie de véritables escadrons de camions grues pour nettoyer les rues 24 heures sur 24. Un cauchemar pour les automobilistes. J'ai l'impression que l'automobiliste est une vache à lait, clairement. C'est du business. C'est un énorme business. C'est du racket organisé. Pourtant, des privilégiés sont épargnés par la police et la fourrière. Il suffit de s'offrir les services d'un voiturier. Mais il est clair que ces places-là sont réservées pour le... Non, elles ne sont pas du tout réservées. Nous, on a une tolérance. Mais quand on a une voiture qui gêne, on appelle la préfecture. D'accord. D'autres ne reculent devant rien. Ils vont même jusqu'à tricher pour se garantir une place de stationnement. Ça, c'est une copie. Voilà. Voilà comment on utilise les stationnements. À Nice, plus besoin d'envoyer des contractuels sur le terrain. Depuis peu, les automobilistes sont verbalisés à distance, par caméra. Il n'y a pas du tout de tolérance. Nous avons enquêté sur cette chasse à la voiture. Malek est grutier à Paris depuis 2 ans. Tous les jours, il sillonne le nord de la capitale pour enlever les voitures verbalisées par les contractuels. Ce matin, il a pour mission de nettoyer des rues dans le 19e arrondissement. Pourquoi il faut l'enlever, cette voiture? Elle est garée sur le trottoir, il y a le panneau. Stationnement gênant. Quand vous enlevez une voiture, vous culpabilisez par rapport à l'automobiliste? Bah, c'est un peu chiant parce que c'est quand même 126 € ou 136 quand ça arrive à la fourrière. Ça fait mal, hein. Je me mets un peu à sa place, quoi. C'est chiant de donner... C'est comme si j'avais donné 126 € et puis je l'ai jeté par la fenêtre. 126 €, c'est le tarif de base de la fourrière à Paris. Dès qu'au moins 2 roues de la voiture sont soulevées, le véhicule est considéré comme enlevé, donc confisqué à l'automobiliste. Tant qu'elle est comme ça, il la récupère gratuitement. Et dès qu'elle est décollée du sol, il paye. Pour cette conductrice, garée sur une place de livraison, c'est donc trop tard. C'est vraiment pas cool quand même. Je suis en train de charger un meuble, comment voulez-vous que je fasse?
Il faut demander une autorisation. Mais je suis là depuis 5 minutes. Je suis en train de Je sais bien, je vous payer comprends. mon meuble, je le charge. Non, mais je me mets à votre place, je comprends bien la situation. Mais c'est pas, je peux rien faire. Informatiquement, la voiture est enregistrée. Ah bah oui, ça vous pouvez la désenregistrer avant qu'on m'avait vu, vous ne l'aviez pas enregistrée. Si, elle est enregistrée avant. Dès que les roues avant sont levées, l'immatriculation est déjà passée. Quand vous m'avez vu, je suis en train de mettre les 2 lits à l'arrière pour pouvoir partir. Putain, c'est du racket, hein, je vous jure, c'est une horreur en ce moment. C'est une horreur. C'est une horreur. À Paris, pour pouvoir stationner sur une place de livraison, il faut avoir un disque spécial derrière son pare-brise et être en train de charger. Ce n'était pas le cas de cette brocanteuse. Pour récupérer sa voiture, elle doit donc attendre le retour de la police. Plus de 30 minutes. J'attends que ce connard de vienne me prendre mon amende. La brocanteuse aura en plus un PV de 35 € à régler. Une addition totale de 161 €. Mais pour le grutier, pas d'état d'âme. Comme tous ses collègues, plus il enlève de voitures, plus il arrondit son salaire. Mais là, on a l'impression qu'il faut toujours aller le plus vite possible. Toujours. Pourquoi? Faut faire du chiffre. Du chiffre. C'est-à-dire? Il y a un minimum à faire et faut qu'on soit rentable. Pour les grutiers, être rentable, cela signifie ramener beaucoup de voitures à la fourrière. Dès qu'on a atteint un palier de 200 voitures par mois, on est rémunéré par des commissions par véhicule. En d'autres termes, quand Malek dépasse les 200 voitures enlevées par mois, on lui verse des primes qui viennent compléter son salaire de 1 915 € brut mensuel. Il accepte de nous montrer un document confidentiel détaillant les commissions qu'il touche sur les voitures enlevées. Qu'est-ce qui vous donne ça? C'est la société. De 250 à 300 véhicules, c'est 8,50 €. Après de 300 à 350, on a 9 €. Ces commissions peuvent monter jusqu'à 11 € la voiture, au-delà de 400 véhicules enlevés par mois. Ça incite à faire plus de voitures. On peut doubler son salaire très facilement en fait. Ce système de rémunération est illégal. Pour des raisons de sécurité, les primes au rendement sont strictement interdites dans le secteur des transports. Nous avons contacté la société qui emploie Malek. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour faire toujours plus d'enlèvements, certains grutiers sont prêts à prendre tous les risques. Comme celui-ci que nous avons pisté en 2 roues pendant une journée. Durant tout son service, il va cumuler les infractions au code de la route. Il n'hésite pas à griller plusieurs feux rouges. Tout ça en roulant à plus de 80 km/h en ville. Un grand excès de vitesse. Décidément, ce grutier ne se refuse rien. Il va même jusqu'à prendre un sens interdit. Pour gagner toujours plus d'argent, les grutiers roulent souvent dangereusement. Malek dénonce ces pratiques. Pour pouvoir faire du chiffre, il ne faut pas regarder le code de la route dans ce métier-là. Pour vraiment faire du chiffre. C'est sens interdit, feu rouge, ligne blanche, c'est la totale. Si certains grutiers sont prêts à tout pour toucher leurs primes, les contractuelles, elles aussi, sont largement encouragées à verbaliser toujours plus. Le Conseil de Paris vient de voter en décembre dernier l'instauration d'une prime au mérite. Un bonus qui peut atteindre plus de 300 € par an. Et ce n'est pas tout. Galad Malakari est un policier qui a travaillé 7 ans au sein du service enlèvement de la préfecture de police. Il connaît bien l'univers des fourrières et les fortes pressions auxquelles sont soumises les contractuels pour faire du chiffre. Les contractuels ASP, dans le jargon, elles ont effectivement une pression quotidienne pour faire un maximum de timbres-amendes pour verbaliser les automobilistes. Et donc, on leur envoie des messages en disant « Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait ? Continuez l'activité, c'est insuffisant. » Voilà, quoi. Et ça marche. Rien qu'à Paris, on enregistre plus de 250 000 enlèvements par an. Comme vous pouvez constater, il y a une activité intense dans les préfourrières de la capitale. Comment ça se fait ? C'est toujours le même principe, c'est la culture du résultat. Il faut faire plus de voitures pour pouvoir avoir plus d'argent pour la préfecture.
On peut parler de business, puisque à partir du moment où ça ne connaît pas la crise, c'est quelque chose qui marche bien. Ces enlèvements ont augmenté de 25% en 5 ans. En 2009, ils représentaient un pactole de plus de 30 millions d'euros. Ce sont des sociétés privées qui sont chargées d'enlever les voitures. Leur intérêt, c'est d'enlever toujours plus de véhicules, puisqu'elles sont payées environ 40 € par enlèvement. Leurs chiffres d'affaires cumulés ont dépassé les 10 millions d'euros en 2009. À Paris, les fourrières tournent donc à plein régime, parfois jusqu'à l'embouteillage. La plupart des voitures sont récupérées dans les heures qui suivent par leurs propriétaires. Le turnover est incessant. Les automobilistes ont alors affaire aux agents de la préfecture qui gèrent les parkings et guichets des fourrières. Dans ces locaux exigus et souvent bondés, on sent une certaine tension. Oui. Je vais chercher ma petite voiture. 135 €. Oh, mais c'est du voleur, ces gens. Oh là là. Combien? Il n'y a pas de prix pour les vidéos? Et pour les sans-papiers? Je suis sur une place de livraison, on m'enlève ma bagnole. Ah ouais? Non mais... Ah, mais c'est... Là, c'est dans le 10e. Ouais. Ils passent tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, ils font le tour. Ah bah comme ça, bonjour, voilà, c'est pas le toll, c'est le jackpot. C'est l'État qui se gave. C'est ceux qui sont pour voir. J'ai pas compris dans... Non, jamais. Alors là, vous voulez me ruiner ce mois-là, hein? Donc 170 €. Voilà. Oh là là, ça va pas le faire. Bah ouais, c'est ce que je craignais, mon pare-choc est abîmé, voilà madame, j'ai tout gagné. Une voiture neuve, je suis content, je vais porter plainte. Bah attendez. Pour cet automobiliste qui dit avoir emmené quelqu'un aux urgences, aucune indulgence. Je vous demande quelque chose. Oui, il y a quelqu'un qui est gravement blessé, qui coule du sang. On le ramasse dans la rue, on le dépose à l'hôpital. C'est pas légitime ça? Alors, moi on m'a pris ma voiture devant l'hôpital. C'est non assistante en personne en danger. Ah, donc vous... Ah mais attendez. Il y a une personne, je dois y aller à l'hôpital en urgence, on m'appelle. Je ramasse quelqu'un. J'ai pas eu le temps, vous savez bien quand même. Bon, en fait, vous cédez pas, voilà, vous cédez pas. On va écrire un mot à Sarkozy, on va lui demander s'il peut nous enlever l'amende de sauvetage. On va demander clémence. On vous demande clémence maintenant. On va vous considérer comme des dieux. Effectivement, ces automobilistes pourront faire des réclamations par courrier. Mais pour récupérer leur voiture, aucune alternative, ils doivent d'abord payer. Merci, bonne journée. Bonne soirée, merci. Gare du Nord. Nous retrouvons Malek, le grutier. Attends 2 secondes. 2 secondes, je l'enlève. Pour récupérer le véhicule, il faut payer la somme de 126 €. Je le paye. Je vais voir s'il y a la voiture de police derrière. Fait rarissime, le grutier laisse l'automobiliste seul avec sa voiture. J'ai vraiment le sentiment en fait de prendre la voiture, de partir comme ça, parce que... Mais bon, j'ai pas envie après d'avoir des problèmes. Mais pas si facile de s'extirper des griffes de la dépanneuse. Il peut toujours essayer, mais s'il en sort, il arrache tout. Là, il est piégé. Il y en a qui tentent. Sur le coup de colère, il va tenter d'essayer de sortir. Mais c'est plus grave pour lui parce que il va être poursuivi quand même pour délit de fuite. Donc, il vaut mieux qu'il reste comme ça. S'il se barre, il aggrave son cas. En récupérant sa voiture sur place, l'automobiliste économise 10 € de frais de fourrière. Mais pour Malek, ça reste une bonne affaire. C'est pas un véhicule perdu. Donc toi, ça change rien. Dans mon chiffre, non. Elle est comptabilisée dans mon chiffre quand même. Et c'est même mieux, non? Puisque du coup, ça t'évite un aller-retour à la fourrière. Ça me fait gagner du temps là. Je peux recharger tout de suite derrière. Cette restitution sur place, c'est tout bénef pour Malek, qui charge déjà une nouvelle voiture. Sur le terrain, les grutiers sont soumis à bien des tentations. Certains automobilistes sont prêts à tout pour échapper à la fourrière. Comme ici, dans le 16e arrondissement.
Bonjour, c'est à vous? Oh, bonjour, oui, oui, oui. Je peux pas vous la rendre comme ça, madame, là. Est-ce que vous pouvez rattraper les agents, là? Regarde, viens voir, je te donne un billet de 50 à toi dans Non, la main. je te jure, je peux te pas. donne un billet de 50. Moi, Regarde, je peux le pas. magasin juste là. Je te crois, hein. Regarde, viens voir, je viens de mettre la marchandise dans le Je peux pas. Non, ouais, je te crois. Non, mais je te crois. C'est mort. Ma parole, c'est pas possible. Ça sera pas possible. Impossible. Non, mais regarde, je travaille là, regarde la marchandise. C'est impossible. J'ai compris, mais je peux pas. Impossible. C'est ça chez les enfants là. Non, d'accord, mais on va rester sur place. Mais tu vas leur régler à elle. À eux. Ah non, non. Si. Et je leur règle quoi, eux, c'est quoi? Tu vas leur régler 126 €. Ah non, arrête, c'est dégueulasse. Non, j'ai pas le choix. Non, c'est dégueulasse. Non, je peux pas. Attends avant d'appeler, on parle. Écoute, attends, je te pose une question. Voilà, Non, 50 non, euros, attends, et je t'en prie, faire des non, attends, écoute-moi. Allez, viens. C'est toi qui as m'écouté. Oh là là. Je peux pas, Non, c'est toi qui as m'écouté. Je vais te dire oui. Je vais prendre tes 50 €. Je te baisse ta voiture, tu t'en vas. Elle est belle pour toi, mais moi maintenant, il y a un keuf qui est à l'angle, là. On met les bracelets. T'es là pour savoir? Non, je prends pas le risque. Tu peux raconter n'importe quoi, je sais pas. Y'a rien à raconter dans ça, c'est mort. La voiture elle est chargée, elle est levée. Ma parole, je peux pas. Non, me fais pas ça. Je te jure, je peux pas. Non, t'es pas gentil, je te Ma jure. parole, je ne peux pas. Je te jure, quand tu me donnes des chaussures, viens au magasin. Non, c'est quoi, je viens volontiers dans ton magasin, je te l'achète. Y'a pas de problème. C'est comme ça. Arrête, je te jure, c'est pas sympa ce que tu fais là. Je peux sûr, Je te jure, je peux pas. Elle est levée complet. Je te la baisse après, c'est moi j'ai des soucis. 5 minutes, hein. Cette femme est commerçante. Elle est en double fil pour livrer son magasin. Voilà dans le coffre, j'ai la marchandise. J'ai la marchandise que je viens de prendre du magasin pour ramener dans notre magasin. La place de livraison, elle était prise, je me mets où? Vous travaillez là en fait, c'est ça? Mais oui, c'est mon magasin. Combien de temps vous avez resté On est resté 100 minutes, mon trop main. 5 minutes. Le grutier ne veut pas de son billet. La commerçante va devoir traiter avec un policier. Pour lui, pas de proposition d'argent, mais elle essaie quand même d'argumenter. À double fil. Oui, double fil, là, je vais pas te mettre ailleurs pour... Ah non, mais je comprends, mais bon, je suis absolument rien. Hein. Non, mais je comprends ce que vous dites. Mais moi, je suis obligé de suivre la procédure. Moi, quoi que vous me disiez, il va falloir que vous m'envoyiez les frais de fourrière pour récupérer des trucs. Le fait de dire que j'étais... Oui, non, mais... Madame... C'est plus devenu... Ça n'a rien à voir avec le racket, madame. Vous avez le permis? Le code de la route, double fil, c'est interdit. En 30 secondes, c'est-à-dire si elle était restée 1 heure... En 30 secondes, attendez, les agents ils sont venus là, ils ont verbalisé mettre une fille, sans que vous voyez qu'elle Vous savez, ils se mettent, je sais comment ils font, hein, ils se mettent un peu plus loin, ils se mettent dans la voiture... Et ils ont des jumelles pour regarder la plaque d'immatriculation. Oui, je les ai vus plus d'une fois. fois. Ah bah bien sûr. Madame, vous avez le maire de Paris et le préfet. Vous le bouquin, vous leur écrivez. Ça n'a rien à voir avec moi, d'accord? Une fois de plus, la commerçante n'aura pas d'autre choix que de régler les frais de fourrière. À l'autre bout de la ville, dans un quartier plus populaire, un automobiliste essaie lui aussi de contester l'enlèvement de sa voiture. Tu viens de la poser? Faut voir ça avec eux, hein. J'ai rien compris, où le PV? C'est moi qui l'ai, je peux pas vous le donner. Attendez, c'est pas possible là, attendez, il y a un truc qui cloche là. Allez le voir. Stop. Moi je suis très énervé, je viens de la poser il y a 2 minutes, il n'y a pas moyen de se garer dans ce putain de ville. Et je viens de la poser il y a 2 minutes, le mec il la prend, c'est pas possible. Et en plus j'étais vraiment, je vais venir prendre un colis. Voilà. Le problème c'est qu'il n'y a aucun recours. On la pose 5 minutes, voilà, c'est un PV de 35 €, c'est 126 €, voilà, pas le choix. Pas le choix, mais le conducteur va tout de même protester. Il s'estime dans son bon droit parce qu'il utilisait une place de livraison pour déposer un colis. Est-ce que ça c'est votre plaque, monsieur? Et est-ce que ici c'est votre plaque qui figure? Oui ou non? Dites-moi qu'est-ce que vous me proposez comme solution, honnêtement, dites-moi. Si vous voulez récupérer la voiture, il me faut 126 € avec une pièce d'identité. Sinon vous irez la chercher à la fourrière de... D'accord? Je viens de la poser. Peu importe. Monsieur, c'est pas moi le pouvoir. Faut aller voir mon patron qui est le commissaire du 10e arrondissement. Les négociations piétinent. Malek est bloqué avec la voiture. Bon, j'y vais moi. Alors il joue un coup de bluff pour faire peur à l'automobiliste. Bah il faut aller les voir alors, c'est eux qu'il faut aller voir pour payer. La stratégie est payante. Malek accompagne le conducteur jusqu'à la voiture des contractuels. Monsieur paye sur place. Ok. Voilà. Ce qu'ignorent la majorité des automobilistes, c'est qu'en enlevant leur voiture, les grutiers sont souvent eux-mêmes en infraction. Avec ton camion, tu peux tracter tous les véhicules? En fonction du poids. Normalement, c'est en fonction du poids. Alors là, c'est le poids à vide, le véhicule comme il est là. Et là, 3,5 tonnes, c'est le véhicule plus le véhicule tracté. Donc ça signifie que tu peux pas charger une voiture qui fait plus
Voilà. Ça limite pas mal théoriquement. Bah ouais, je peux prendre que les petites voitures comme ça. Les Opel, les 205, les Clio, tout ce qui est petite citadine. Cette voiture est trop lourde pour la grue de Malek. Par exemple, un Renault Espace comme ça fait plus d'une tonne, ça. Ça doit faire 1 tonne à peu près. Ce type de véhicule-là, comme le J5. Et pour autant, on les prend quand même. Pourquoi? Bah, il faut faire du chiffre. Et c'est dangereux de rouler en surcharge? Bah, au niveau d'adhérence du véhicule sur les roues avant, ouais, on a moins d'adhérence. Dans le code de la route, tout automobiliste commettant cette infraction est passible d'une amende pouvant s'élever à 1 500 €. Mais à Paris, la police n'intervient jamais contre les grutiers. Et la police ferme les yeux? Bah, la police, c'est très rare quand ils nous contrôlent. Ils nous contrôlent seulement si on n'a pas mis les sangles sur les paniers, la plaque, le gilet. Après, au niveau de la charge, on n'a jamais eu de soucis. Aucune réclamation possible contre ces enlèvements, sauf si votre véhicule a été endommagé. À Paris, la chasse à la voiture a atteint un tel niveau que des fourrières éphémères sont même ouvertes à l'occasion d'événements particuliers. Porte de Versailles, mondial de l'automobile. Ici, des milliers de visiteurs. Le ticket d'entrée est à 12 €, mais cette passion des voitures va coûter beaucoup plus cher à certains. Il y a les travaux, mais non, c'est pas les travaux, c'est la fourrière. Bonjour, donc votre véhicule a été passé en fourrière. Ouais. Vous s'est garé sur la contre-allée réservée aux riverains. Ah merde. Il faudra s'acquitter des frais de fourrière. Qui Qui s'élève à 114,60 €. Oh, c'est pas vrai. En espèces ou en chèque. Chouette. Sa voiture a été saisie par cette fourrière temporaire. Montée sur arrêté préfectoral, l'installation est très rudimentaire. 2 voitures en guise de barrière, quelques grillages posés à la va-vite et seulement un numéro de portable à appeler pour récupérer sa voiture. Ces visiteurs avaient pourtant bien payé au parc-mètre pour stationner sur une des places, 50 mètres plus haut dans la même contre-allée. Mais ces places sont en fait exceptionnellement réservées aux riverains. Un seul panneau le signale et il n'est pas facile à repérer. Un vrai piège, régulièrement les policiers sont envoyés pour verbaliser et remplir la fourrière, juste à côté. On vous envoie ici tous les week-ends pour envoyer en fourrière les véhicules? On est là le week-end que pour ça, génial. Que pour ça? Oui. On vient le week-end, en gros, c'est pour ça, pour vider là et bon, éventuellement les stationnements anarchiques autour, mais on fait que ça le week-end. C'est pas une vraie fourrière? Alors, ça, à la base, c'est pas une vraie fourrière. Mais le temps des gros salons comme ça, il y a un arrêté qui est pris pour que justement on mette tous les véhicules là. Pour ceux que la plupart, ils sont juste là derrière, ils sont au salon de l'auto. Pour leur éviter à tous d'aller à Bagneux. Enfin, la plupart le prennent plus comme une escroquerie, parce qu'on la met à 50 mètres, mais... Mais c'est légal alors? A priori, c'est légal. Quand toutes les voitures ont été verbalisées, c'est au tour des grutiers de passer à l'action. Ils n'ont plus qu'à déplacer les véhicules de 50 mètres. Une opération top chrono pour une quinzaine d'enlèvements. Une rapidité qui surprend les automobilistes victimes de cette fourrière. On n'est pas du coin, vous savez, nous on revenait pour mettre un ticket là, pour pouvoir y retourner. Donc du coup on n'y retourne plus. Moi personnellement je n'ai vu aucun papier. On n'est pas du coin, on n'a peut-être pas fait attention, nous on a vu un parking payant, on a payé et puis bon barre. 35 plus 110 € de fourrière. Ah, il y a quand même 110 €? Bah oui. 110 € pour nous avoir déplacés ici, c'est... Non, là, je comprends pas. Ces automobilistes se sentent piégés, mais ils n'ont pas d'autre choix que de payer. Ils ont stocké une fourrière pour éviter qu'on aille dans le centre-ville chercher notre bagnole. Ça aurait été 2 fois plus galère. Mais selon le policier Galad Malakari, cette fourrière n'est pas aux normes. C'est ni plus ni moins pour faire de l'argent, vite fait, bien fait, parce qu'il n'y a aucune norme de sécurité. Aujourd'hui, les véhicules qui sont ici, on peut se poser la question en termes de sécurité, que se passe-t-il en cas d'incendie? Chaque week-end de grand salon, cette fourrière rapporte un petit bonus d'environ 3 000 € à la société d'enlèvement. Course aux chiffres, camion grue en surcharge ou encore infraction au code de la route. À Paris, les dérives des fourriéristes sont depuis peu pointées du doigt en haut lieu.
À l'hôtel de ville, le Conseil de Paris vote ce soir le budget de la préfecture de police. Philippe Goujon, maire UMP du 15e arrondissement, est très remonté. Il condamne les excès des fourrières parisiennes. Un très grand nombre d'enlèvements n'est pas dicté par la gêne provoquée par le véhicule, mais par la facilité, la rapidité et la proximité des fourrières. Chacun le constate. Le vrai critère est celui de la rentabilité financière pour les entreprises. Pour Philippe Goujon, la préfecture de police cherche à faire toujours plus d'enlèvements pour compenser le budget insuffisant que lui alloue la mairie de Paris. En 2011, environ 13 millions d'euros sont prévus pour financer le marché des enlèvements, mais les coûts sont estimés à plus de 15 millions d'euros. La préfecture de police, pour obtenir ces 2 millions supplémentaires, va être obligée d'augmenter le rythme des enlèvements. Et donc on va faire des enlèvements là où c'est le plus facile, et non pas, comme ça devrait être le cas, dans le cadre d'une politique d'enlèvement fondée sur des principes de politique de déplacement, là où c'est le plus gênant. Ce soir-là, nous avons interpellé le préfet de police de Paris, Michel Gaudin. Lui-même reconnaît que le business des fourrières est opaque, à tel point qu'il a lancé il y a 2 mois un audit du service des enlèvements. Je ne suis pas certain qu'on nous dise la vérité. Dans toute cette affaire, c'est quand même pas très clair. Et ce qu'il faut, c'est relever l'audit, là, vous l'avez lancé récemment, c'est ça? Ça fait 1 mois et demi, je crois. c'est ça. Et les entreprises, elles ont plutôt tendance à aller où c'est le plus court pour faire plein d'enlèvements, ce qui fait que tout autour des fourrières, les voitures étaient enlevées, et sur des quartiers qui étaient beaucoup plus éloignés, quelquefois, il y avait le papier d'enlèvement, puis les véhicules de... Avec ce grutier dans le centre de Paris. Eddy a accepté de se prêter au jeu devant nous. Il descend de sa grue avec, à la main, un paquet de croissants destinés aux contractuels. Il va tenter de les orienter vers la rue de Rennes, bien pratique pour faire des enlèvements. Je vous ai ramené des croissants. Ça vous intéresse? Oui. Bon, parce que je fais un petit peu de rien. On en avait fait plein, hein, c'est bien. Hein, ouais, j'ai chargé. Il y en avait une qui était là qui est partie. On en a fait d'autres là, il y a un baril pavé un peu plus loin. Ouais, c'est bon. Et là, vous allez où? Donc on fait donc Edmond Rostand, ici. Puis de Rennes. Rennes, on cherche midi. Surtout samedi, Rennes. Rue de Rennes, ouais. Place Saint-Germain, pour boulevard Saint-Germain. C'est là où il y a du boulot pour un samedi. Hein. Bon, bah moi, je vais décharger. À tout à l'heure, je vous dis. Okay. Ça marche. Merci. Hein. Non, rien, c'est normal. Les contractuels n'ont pas l'air surprises de recevoir des croissants. Eddy, comme d'autres grutiers, pratique de temps en temps cette technique et le résultat semble garanti. On les booste un petit peu avec les croissants, comme ça ils se motivent un petit peu, ils vont où est-ce que nous on peut charger facilement et rapidement surtout. Il y aura plus de boulot je crois avec les croissants. Les croissants ont-ils fait leur effet? Toujours est-il qu'à peine une vingtaine de minutes plus tard, comme il l'avait suggéré, Eddy est envoyé rue de Rennes pour enlever des voitures. Grâce à ce petit geste, cet après-midi, il aura 8 voitures à enlever dans ce secteur. Une bonne affaire pour lui. Mais les croissants ne seraient pas le seul cadeau destiné à améliorer la bonne entente entre les services de police et les sociétés privées chargées des enlèvements. Nous avons infiltré une réunion au siège de l'une de ces sociétés. Des grutiers et leurs patrons évoquent leurs techniques pour copiner avec les policiers du service des enlèvements. Certains salariés en ont assez de devoir acheter les contractuels. Des fois, ils nous demandent même des croissants. Allez, vous avez bossé, faites une fois, 2 fois. On n'est pas quand même, on est des ouvriers comme eux, on n'est pas là pour leur payer des croissants. Non, c'est pas normal qu'ils nous demandent autant de choses. Et on est obligé de faire ça pour essayer de faire nos chiffres. Sinon, on n'y arrive pas. Si le grutier proteste, son patron estime que ces petites attentions sont indispensables. Lui-même prend régulièrement soin de la voiture personnelle d'un policier haut gradé de la préfecture. Quand le fonctionnaire part en vacances, sa fourrière sert de parking gratuit. Là, il prend l'avion et je prends sa voiture à Roissy. Ah, il a remis à la fourrière là-bas. Il est venu ici il y a 2 jours, 3 jours. Je les ai invités à parler avec... Je vais montrer ça. Après, je les ai invités à bouffer. Je connais pas une prostituée quand même. Je connais un de ses points faibles. Il en a 2, des points faibles. Quoi, l'alcool, il boit? Bah ouais. Les grossesses? Ramenez-lui une bouteille de...
Il marche comme ça. Ah, ça existe. Moi, je sais qu'à une époque, c'est pour moi qui gérais ça. Son seul truc, c'était il y avait un bar, il fallait lui fourrer un nana et on lui payait un nana. C'était le genre de truc qui. Comme il y en a d'autres, je sais pas, c'est autre chose. Vous savez qu'il y a 3-4 ans de ça, enfin avant que vous arriviez, ici dans la direction, nous ont demandé de faire du charme à monsieur. Parce qu'il ne voulait pas venir à la soirée qu'ils avaient organisée. Il n'était pas d'accord et il disait de lui faire du rentre-dedans. Vous trouvez ça normal, monsieur? Une fille qui travaille ici, qui a à peine 24 ans, en gros, il lui demande de se prostituer, quoi. C'est pas logique. Cette société serait allée jusqu'à demander à l'une de ses jeunes secrétaires de faire du charme à un policier. Une technique un peu extrême pour obtenir toujours plus d'enlèvements et pour faire tourner les fourrières parisiennes. Dans les villes plus petites, la fourrière remplit avant tout des missions de service public. Nous sommes en Seine-Saint-Denis. Ici, les grutiers n'enlèvent pas des voitures mal stationnées, mais des épaves qui pourrissent sur les parkings des cités. On les appelle les voitures tampons. Elles empêchent les riverains de se garer et peuvent devenir une menace pour leur sécurité si elles sont incendiées. Bondy, 6 h du matin. La police a organisé une opération d'enlèvement d'épaves. Les grutiers interviennent pendant que les habitants dorment pour éviter les altercations, mais les propriétaires de cette voiture ont repéré la fourrière. Et la police, nous sommes en train de partir avec, c'est pour ça que nous sommes venus l'ouvrir et puis partir avec. Elle doit aller en Afrique, c'est pour ça qu'elle est garée là, c'est nous qui l'avons. Pour la police, ça ne veut rien avoir. Ouais, qu'elle est ouverte, non? Mais sans les papiers de la voiture, impossible pour les propriétaires d'empêcher l'enlèvement. Moi, ce que je me demande, madame, c'est les papiers de la voiture. Attends, on va pas y passer dans le rayon. Vous n'avez pas les papiers. Vous allez la récupérer à la carte. Tiens, allez, hop, emmène. Il ira la chercher au garage. Mais comme les autres, cette voiture ne sera certainement jamais récupérée par son propriétaire. Parce que les frais de fourrière sont bien plus élevés que la valeur de la voiture. Ce matin, les grutiers ont enlevé en tout une dizaine d'épaves gênantes. Elles vont être entreposées dans le parking de cette fourrière privée, l'une des plus grandes du département. Ici sont stockés plus de 600 véhicules, dont une grande majorité de voitures de plus de 15 ans. Des voitures sans moteur, sans roues, voire servant parfois de véritables greniers. Stéphane Moulin, le patron, estime que c'est une action utile de débarrasser ces quartiers de leurs voitures ventouses. Là, vous avez toutes les voitures plus de 7 jours qu'on a essayé de nettoyer avant justement le jour de l'an. Pour pas qu'elles brûlent. Pour pas qu'elles brûlent, donc c'est des véhicules qui roulent pas. Si on les laissait tous, ça veut dire tous ces voitures-là, eh ben, ils brûleraient, c'est sûr. Mais au milieu de ces épaves, Stéphane a parfois une belle prise. Nous faisons pas que des petites voitures, nous faisons aussi des limousines. Ce qui stationne aussi de plus de 7 jours. Mais bon, quand on est arrivé sur place, ça nous a fait drôle parce que quand on voit la longueur de la voiture, c'est impressionnant, quoi. Mais bon, on a emmené comme les autres. D'autres véhicules sont précieux. Ce sont des pièces à conviction pour les enquêtes judiciaires. On fait de tout. On fait aussi des immobilisations judiciaires. On appelle ça du TGI. Alors, c'est des voitures qui restent longtemps suite à des grosses affaires de police. Ces voitures ont généralement été utilisées pour des vols à main armée, des trafics de drogue, des go-fast. Certaines sont conservées dans ce parking aussi parce qu'elles sont des pièces à conviction dans des affaires de meurtre. C'est une voiture qui a été rentrée suite à une enquête, suite à un meurtre, parce que la personne a transporté sa femme qui était coupée en morceaux dans le coffre. Comme la justice prend du temps, ben, la voiture reste ici le temps que ça soit clos. Et généralement, le temps que c'est fini, si ça prend 2-3 ans, peut-être 4 ans des fois. La voiture, au bout de 4 ans, c'est fini, on ne verra plus, tout est abîmé dedans, quoi. Ici, quasiment toutes les voitures sont vouées à être détruites. Les épaves peuvent rester sur ce parking jusqu'à 1 mois et demi avant de partir à la casse.
La fourrière est ensuite indemnisée par la préfecture de police, en moyenne 200 € par véhicule. Et ici, c'est leur dernière demeure, c'est le cimetière des voitures. Ouais. Pas le cimetière des éléphants, mais c'est presque ça, quoi. Quand ils passent par ici, ils repartent plus du tout. Ce soir est un soir particulier pour la fourrière Moulin. C'est le 31 décembre et comme chaque année, des voitures vont certainement brûler. Les grutiers vont donc avoir plus de travail. C'est parti pour la nuit du réveillon. Le téléphone a été détourné sur une ligne de nuit où on attend souvent le lendemain matin que ça soit bien calmé dans les cités. En espérant que ça se passe bien. Cette nuit de la Saint-Sylvestre, en Seine-Saint-Denis comme un peu partout en France, des dizaines de voitures brûlent. Le lendemain matin, la police appelle la fourrière. C'est Stéphane, un des grutiers, qui est envoyé en intervention. Cette nuit, à ce qui paraît, ça a pas mal brûlé. Et là, ils viennent de m'appeler pour aller retirer un véhicule. Aujourd'hui, Stéphane va travailler dans différentes communes. Il parcourt plusieurs kilomètres pour aller débarrasser des rues et des parkings encombrés par des voitures brûlées. Bonjour. C'est ma voiture. Je viens de l'acheter en mars. J'ai même pas fait un an avec. C'est dommage. Si vous êtes bien assuré, ça va. Ouais, mais ça me rendra pas ma voiture. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais bon, tous les ans, c'est la même histoire. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Mais d'habitude, je la garde jamais ici. J'habite pas du tout ici, moi. Cette jeune femme était venue fêter le Nouvel An chez des amis. Ce matin, elle a eu la mauvaise surprise de retrouver sa voiture complètement calcinée. Je savais pas du tout que c'était la mienne. Je me disais non, c'est pas possible. Donc pourtant, il y avait plusieurs voitures qui étaient à côté, donc je sais pas s'ils ont visé vraiment la mienne ou s'ils ont visé comme ça, au hasard. Ça m'a cassé le crâne, une année qui commence comme ça. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui. Là, je sais même plus quoi dire, j'ai même plus de mots. Vous savez quoi, je vous souhaite quand même une bonne année, une bonne santé. Pour Stéphane, ces enlèvements sont difficiles mais nécessaires pour que le quartier retrouve son apparence de tous les jours. Et voilà. Ça, c'est l'aluminium des jantes. Pourquoi vous y allez que le matin? Parce qu'on attend qu'elles refroidissent les voitures. Quand elles sont chaudes, il y a un risque de réembrasement de la voiture, on va dire. Et c'est pas top, quoi. Si elle se remet à brûler sur le camion, ça ferait des dégâts. Le camion et peut-être nous, alors bon, on préfère pas prendre de risques. Mais les précautions de Stéphane ne vont pas suffire. À peine déposée à la fourrière, la voiture reprend feu. Toute la journée, les grutiers vont enchaîner les allers-retours. Chaque année, après le jour de l'an, la fourrière Moulin enlève à elle seule plus d'une trentaine de voitures brûlées dans les 4 communes qui lui sont attribuées. Une vraie mission de service public qu'elle effectue après le passage des pompiers. C'est souvent les jeunes qu'on court entre cités, ils s'amusent à brûler les voitures. C'est bête et méchant, mais bon, c'est tous les ans pareil. Maintenant, on en fait tellement qu'on trouve ça... À la limite, c'est quand on n'en ferait plus qu'on va trouver ça bizarre, parce qu'on en fait tellement tous les ans que pour nous, ça devient clairement une habitude. Ce qui ne devrait pas normalement, mais ça devient vraiment une habitude. Les propriétaires de ces voitures vont se succéder au guichet, dépités. 93 420 à Villepin. Ça fait très très mal, parce que ça me sert pour aller au travail, etc. Et le fait que les gens s'amusent à la brûler, moi ça pénalise dans tout en fait. C'est 93 hein. Parez au choc parce qu'elle ne sera plus comme vous l'avez laissée. Hein. On vous l'a brûlée où? À Pavillon-sous-Bois. Ah, Pavillon-sous-Bois. Oui. Faites voir. 38, 93. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Ma pauvre voiture. Vous la reconnaissez quand même? Ouais, je la reconnais quand même, ouais. Faut voir. C'était devant chez vous?
Ouais, j'avais laissé pas loin de chez moi. Bon bah je crois qu'elle a fini sa carrière de voiture. Et puis en plus, elle a été... enfin, là, je vois qu'elle est cabossée, elle a été tapée alors. Non, ça c'est les pompiers, quand ils interviennent, ils arrachent le devant pour éteindre à l'intérieur. D'accord. Si en Seine-Saint-Denis, comme dans beaucoup de villes françaises, ce sont surtout les voitures ventouses qui gênent les automobilistes, à Paris, ce qui pose problème, c'est le comportement de certains privilégiés qui échappent au PV et à la fourrière. Comme les automobilistes, clients des sociétés de voituriers. Tous les jours, midi et soir, pour un tarif de 8 €, les voituriers prennent en charge les véhicules des clients des restaurants ou des magasins. Et ils les garent n'importe où. Au beau milieu de la route, en double fil et même sur les passages piétons. Jusqu'à créer des files entières sur les voies de circulation. Les quartiers des restaurants chics sont littéralement envahis de voitures garées illégalement. Pour comprendre pourquoi ces voitures garées en infraction ne sont quasiment pas verbalisées, nous nous rendons aux abords d'un grand restaurant rue de Rivoli. Bonjour. Ça va? Merci. Nous avons réussi à sympathiser avec un voiturier. Il nous explique ses méthodes de travail. Donc le système de voiturier, donc le client il arrive. Ah, bonjour monsieur, bienvenue ici, j'ai votre ticket, tu prends sa caisse, si tu le sors, tu la mets là, si tu la mets là-bas, si tu la mets là-bas. Ouais, faut qu'elle soit plutôt à la vue, c'est mieux. Ouais, toujours. Mais parfois je les mets sur les livraisons là-bas. Mais le plus important dans son métier est de savoir copiner avec certaines des contractuelles du quartier. Il y a une équipe, elle est super sympa. Ouais. Mais t'avais une autre équipe, t'as 3 équipes. D'accord. Bonjour. Vous allez bien? C'est pas mal. Donc d'entrée, tu commences à éviter les caravans, c'est pas mal ça. Ouais. Faut se mettre chez eux, faut se mettre bien avec eux. Jamais leur proposer d'argent s'ils veulent corrompre. Que des cafés. Avec l'option caféine, ça marche mieux. Ouais. Quelques rues plus loin, nous rencontrons un autre voiturier de la même société. Il paraît très doué pour éviter les PV et les enlèvements. Une voiture de contractuel passe à proximité. D'un simple geste, le voiturier leur signifie qu'il estime n'avoir aucune voiture mal garée. Elles passent leur chemin. Faut avoir de bonnes relations avec elle, c'est mieux. Bah oui, Tu les prends dans le sens du poil, quoi. Voilà, tu sais que t'as rien à gagner à les avoir contre toi. Ouais. Elles sont pas connes. Elles savent bien que si nous on est gentils avec eux, c'est aussi pour qu'elles nous cassent pas les couilles. Moi, une fois, je me rappelle, il y avait 8 voitures ici en double fil. Elles m'ont dit qu'est-ce qui est à vous? Je fais bah, il y en a 5 ici. Elles ont aligné les 3 qui n'étaient pas à moi. Tu vois, c'est pas obligé, mais voilà, c'est sympa. Une fois, j'ai pris une voiture. Le client, il l'a mis là. En même temps que je fasse le tour, donc par chez. De revenir ici, il m'avait aligné 2 voitures, la police nationale. Le flic, il s'est excusé, quoi. Imagine, il s'est excusé. Il m'a dit, je suis désolé. Il m'a dit, oh, je lui dis, pas grave, vous faites votre boulot, voilà, c'est pas grave. Tu vois, c'est la bonne relationnelle, le bon relationnel. Pour en savoir plus sur les techniques de ces voituriers qui évitent la fourrière, nous avons aussi joué les clients dans l'un de ces restaurants chics. Porte d'Auteuil, l'un des quartiers les plus huppés de Paris. Proche de Roland-Garros, de l'hippodrome d'Auteuil, ce carrefour stratégique regorge de restaurants chics avec voituriers. Nous confions notre véhicule à l'un d'entre eux pour pouvoir l'interroger. Bonjour monsieur, je vous laisse les clés dessus. Juste par curiosité, je me demandais quand même, parce que là c'est un beau bordel pour se garer, vous les garez où les bagnoles? Là-bas. La fourrière, ils vous embêtent jamais? Nous on est là pour surveiller en fait justement. Le problème c'est qu'ils font des rondes la police. Vous mettez d'accord avec eux, ça reste tranquille de me dire. Ah, on peut arriver à avoir ce genre de deal? C'est possible. Franchement c'est possible. Parce que une fois qu'on se met d'accord, après ils viennent à 13h et voilà, vous êtes tranquille. Tu vois, ils te disaient, et toi tu respectes les règles, voilà. À 15h tu te démerdes, tu n'as plus de voiture. C'est pas qu'on se démerde de trouver des bonnes places. Des espaces qui ne gênent pas ou comme ça. Jusqu'à 3h normalement, c'est nickel. Et ici ça marche alors? Bah, le patron a parlé au commissaire, ouais, une petite tranche jusqu'à 3h pour l'instant. Et il joue le jeu? Il joue le jeu. Généralement les flics savent où sont nos places, on les respecte quoi. On veut dire là, et comme ça, ils font ce trou là-bas, ils font notre trou et ils font pas l'autre. Ils ne font pas la tête. Vous savez que vous êtes tranquille. Voilà.
Des confidences étonnantes. Nous avons donc appelé le commissariat de l'arrondissement pour parler aux responsables du stationnement. Nous nous faisons passer pour un résident du quartier. Bonjour. Oui, bonjour, c'est madame. Oui, bonjour, je m'excuse de vous déranger. Je vous appelle car je suis un riverain du 16e arrondissement et notamment à côté de la porte d'Auteuil. Et je vous appelais pour comprendre certaines choses et me plaindre un petit peu parce que tous les jours, les restaurants de la porte d'Auteuil garent leur voiture n'importe comment, prennent des places de parking et ils n'ont jamais un PV et la fourrière ne passe jamais enlever leur voiture. Donc je voulais savoir pourquoi, madame. De toute façon, il est vrai qu'on essaye de trouver un juste milieu entre l'acceptable et l'inacceptable pour que ces affaires tournent quand même, puisque maintenant le service de voiturier, ça fait partie intégrante de ces grandes maisons sur l'ensemble de la capitale, donc on essaye de trouver un juste milieu. J'ai des messieurs voituriers qui m'ont expliqué que voilà, ils avaient un arrangement avec vous. C'est ce qu'ils disent, hein. Il n'y a pas d'arrangement pour vous alors? Ah ben non. Qu'est-ce qu'ils appellent arrangement? Vous pouvez me le dire? Oui, ils me disent qu'entre midi et 15h, vous les laissez tranquilles, voilà. Alors, le laisser tranquille, on peut utiliser le terme de tolérance. D'accord, mais pourquoi vous tolérez? C'est pour quand même que les commerces puissent fonctionner en fait? Absolument. Cette responsable du stationnement reconnaît bien qu'un privilège est accordé aux automobilistes qui peuvent s'offrir les services d'un voiturier en échange de 8 €. Et cela va encore plus loin. Certains voituriers ont même le pouvoir de faire intervenir la fourrière. Nous avons décidé de nous garer devant un grand hôtel parisien. Le voiturier nous interpelle immédiatement. Bonjour monsieur. Oui, vous avez une chambre à l'hôtel? Non. Oui, pourquoi alors? Vous me garez, je vois qu'il y a plein de voitures garées, je peux me garer... Ces voitures, elles sont à l'hôtel, monsieur. Vous n'avez pas vu qu'il y a un panneau de demande d'enlèvement? Même si vous garez là, on peut faire enlever la voiture. Mais pourquoi les autres, elles se font pas enlever? Pourquoi les autres se font pas enlever? Parce qu'elles viennent à l'hôtel, monsieur. La tolérance, c'est parce que c'est tous des clients de l'hôtel. Ah d'accord, et donc il y a des... Quand quelqu'un n'est pas de l'hôtel qui se gare, on appelle la fourrière, il l'enlève. Oui, on a le droit, bien entendu. Et ça, c'est les clients qui ont une chambre à l'hôtel. C'est normal que je vais pas leur faire enlever la voiture. Ils payent 500 ou 1000 € pour dormir, on va pas en plus se faire enlever la voiture. J'ai quand même bien l'impression qu'ils s'entendent bien avec vous, hein, ça, de toute façon. Imaginons, je laisse garer votre voiture. Ouais. J'ai 10 voitures comme vous qui se garent. Après, on gare où les voitures de nos clients? Il est clair que ces places-là sont réservées pour le temps. Non, elles sont pas du tout réservées. Nous, on a une tolérance. Mais quand on a une voiture qui gêne, on appelle la préfecture. D'accord. C'est quand même fou que vous puissiez quand même demander à ce que ma voiture s'enlève et que les autres... Et c'est normal, puisque vous n'êtes pas à l'hôtel. Bah ouais, mais c'est pas des places qui sont à l'hôtel. C'est vous qui me le dites vous-même, c'est interdit de se mettre là. A priori, les gens, ils ont pas de problème. Si, ils ont des problèmes, ce que nous, on décide qu'ils ont des problèmes. C'est vous qui décidez. Bah voilà, mais celle-là, elle est pas loin, la fourrière. Ouais, elle passe tout le temps. Ouais, bah je vais aller les voir. Ces voituriers n'ont aucun scrupule à s'approprier des zones sur la voie publique. Et la police le tolère. Mais ces abus, les voituriers ne sont pas les seuls à les commettre. Des employés de ministères et des fonctionnaires ont également trouvé le moyen de stationner gratuitement dans la capitale. 7e arrondissement, le quartier des ministères et des ambassades. Autour de l'avenue Ségur, 17 places de stationnement seulement sont accessibles pour les riverains, alors que 131 sont réservées au ministère et à la préfecture. Des habitants du quartier ont décidé de protester. Aurélien, consultant en informatique, a pris la tête d'un mouvement de grogne. Ce juriste amateur est devenu un spécialiste du stationnement. Les problèmes de stationnement, ils sont pas liés qu'aux problèmes d'espace public, ils sont liés aussi aux abus que font les administrations et qui se réservent des rues entières, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, des rues entières pour garer leurs véhicules et souvent leurs véhicules personnels. Cet après-midi, il rejoint les membres de son association pour une opération un peu particulière. Bonjour. Vous allez bien? Oui. On y va alors. On va faire notre petite distribution alors. Vous avez un crayon? Voilà, donc là on met les PV à la police. Vous regardez sur le pare-brise du véhicule, si jamais vous voyez une carte de police, une autorisation de police, une demande de congé ou quelque chose de la préfecture de police et que cette personne n'a pas acquitté de sa redevance de stationnement ou qu'elle est garée sur une place interdite, on verbalise et on envoie le talon à la préfecture, au commissariat central. Dans cette zone réservée aux véhicules de fonction, les policiers garent gratuitement leurs voitures personnelles. Voilà. Aurélien a donc décidé de leur distribuer des PV citoyens. Voilà, son but, que ces places soient rendues aux riverains. Voilà, vous le verbalisez celui-là. Vous voyez que c'est un véhicule personnel, donc ce véhicule ne devrait pas être garé puisque ce n'est pas un véhicule de service public. 4h30. Ce qui est rigolo, c'est que c'est marqué quand même
Service du Premier ministre, autorisation de stationnement. L'autorisation qui est là n'est pas légale alors? Elle n'est pas légale, elle a été faite par les services de sécurité, qui d'ailleurs, les services de sécurité sont une entreprise privée qui délivre des autorisations de stationnement sur la voie publique. Ça n'a aucune valeur légale, absolument aucune. Ça fait quoi de mettre un PV à une voiture de police? Oh, ça fait une joie que vous n'imaginez pas. Vous allez récupérer vos places grâce à ça, vous pensez? J'en sais rien, mais enfin, si on fait rien, on n'a rien. Donc, hop, voilà. Bonne chose de faite. Ah oui, je suis désolé, on vous a mis un PV en fait, parce que normalement ces places-là sont réservées aux véhicules administratifs. Et votre véhicule, c'est pas un véhicule administratif. Ici, donc, on travaille ici. Ah oui, vous travaillez ici, mais Là, la mer. voilà, en effet, mais c'est votre véhicule personnel. Et là, les places qui ont été réservées par la position de panneaux sont des places qui sont réservées à l'usage du ministère pour des véhicules administratifs. Des véhicules administratifs, c'est des véhicules qui appartiennent à l'État et qui ont un rôle de service public. Votre voiture appartient pas à l'État, normalement, elle devrait être... Il y a une personne qui travaille pour... Oui, elle travaille, mais vous pensez que c'est normal de... Vous ne payez pas le stationnement sur la voie publique avec les autres usagers? C'est un arrangement, voilà. C'est un arrangement, mais les arrangements... Il y en a partie des arrangements. Voilà. Ça, c'est rien, c'est qu'un stationnement. Sous le quartier, en fait, sont réservés pour le ministère et puis pas... Et puis les riverains, les gens, voilà. C'est assez compliqué. Vous croyez que les pouvoirs publics sont pas au courant? Ils sont au courant, il faut pas les alertes, ils sont au courant. Voilà. Ils reçoivent... Ils sont au courant. Mais ils ferment les yeux, quoi. Voilà. Ces employés du ministère du Travail ne sont pas une exception. Dans ce quartier, tout est bon pour s'octroyer gratuitement une place de stationnement. Sous quasiment tous les pare-brises, des passe-droits bidons avec logo de la République française. Je vais pas vous donner le nom, mais c'est Jacques qui est au bureau. Regardez comme c'est joli, c'est une carte de lecteur du réseau documentaire santé sociale. C'est sûrement une activité très très estimable, mais c'est pas tout à fait une carte de stationnement. Là aussi, il y en a une pas mal. Donc voilà, encore un autre, comme des dizaines et des dizaines d'autres. Seul le commissariat de police du 7e pouvait leur donner les macarons qui leur permettaient de stationner en cet endroit. Et ils les ont pas eu puisque c'est totalement illégal. Ils les ont pas eu, à la illégal. place, ils ont fait des documents de fantaisie. Les abus des pouvoirs publics ne s'arrêtent pas là. Un peu plus haut dans l'avenue, des panneaux ont carrément été installés pour empêcher les riverains de stationner et réserver des places aux fonctionnaires. Mais ces panneaux n'ont aucune valeur juridique car ils ont été posés sans arrêté préfectoral. Ici, c'est indiqué donc interdit aux véhicules du ministère. Ce panneau-là est illégal, donc on a demandé sa suppression. Légalement, les gens du quartier pourraient se garer ici. Mais là, essayez de vous garer là. Sous une heure, votre véhicule a disparu. Par contre, là, vous avez les véhicules des employés. On peut changer le panneau, on peut mettre sauf fonctionnaire. Les citoyens lambda qui voudraient stationner sur ces places sont automatiquement chassés. Aurélien va en faire l'expérience. Le soir même, il va se garer devant ce bâtiment qui regroupe plusieurs ministères. Et ça ne traîne pas. Bonjour. C'est réservé oui et non en fait. Alors, vous voyez ces panneaux qui sont là en fait, avec les associations de quartier. Laissez-moi parler. Vous allez par là et puis après. Mais justement. Parce qu'il y a le ministre qui vient d'une minute à... Vous savez que les panneaux sont pas légaux. On va me virer parce que je... Non mais on va pas vous virer pour ça. On va me punir. Mais on va pas vous punir, vous y êtes pour rien. Quand il y a quelqu'un qui fait de la résistance, je respecte votre travail. Ouais, c'est marrant. Le gardien fait appel à un homme de la sécurité, un peu plus costaud. Là, moi, ici, je peux pas vous laisser vous garer. Cette allée-là est réservée que pour les ministres. En vertu de quoi un ministre a plus de droits qu'un citoyen? Ça, il faut aller voir au-dessus après. Moi, je travaille pour le ministère, géré par Matignon. Moi, j'ai des consignes de sécurité. J'essaie de les faire respecter. Maintenant, après, je sais. Pourquoi c'est légal ou c'est pas légal? On est dans notre bon droit, c'est ça le problème. Et vous allez rester là, j'irai jusque quand mon voiture sera mise en fourrière. S'il y a des besoins de sécurité pour sécuriser l'accès au bâtiment, il faut interdire le stationnement sur la totalité. Là, je reviens. Aurélien ne lâche pas le morceau. Le vigile va chercher du renfort. Ah, madame. La responsable de la sécurité. Vous êtes sur un emplacement de ministre. Je respecte la législation, il y a des panneaux qui existent, on respecte la législation. D'accord, mais ces panneaux-là sont posés sans arrêté. D'accord, peut-être. Ensuite, on est en Vigipirate. Faites un arrêté Vigipirate de façon à que tous les citoyens soient sur un pied d'égalité. Vous n'avez pas autorité sur la voie publique. J'ai pas d'autorité ici. Voilà, donc... J'en ai aucune. On a des véhicules pour les VIP en face. Mais voilà, mais au regard de la loi sur la voie publique, il n'y a pas de VIP.
Ben, c'est très bien. Et de déplacer votre véhicule, s'il vous plaît, parce que là franchement, ça va poser des problèmes. Si vous voulez être verbalisé, on va faire venir les gens qu'il faut. Voilà, le fait de se faire verbaliser sur cet emplacement-là va nous permettre d'aller en justice et de pouvoir vérifier la légalité ou pas de ces panneaux-là. Écoutez, bonsoir monsieur. Voilà, bonsoir. Cette responsable met sa menace à exécution. Bonjour, les monsieur. policiers arrivent. Vous pouvez pas rester là. Mais ici, c'est un ministère. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un privilège contre le ministère. Et voilà, c'est quoi davantage des véhicules. Voilà, voilà. Le stationnement est de plus en plus difficile, notamment avec. à obtenir. Voilà. Ça, je comprends très bien. Ça fait 1 mois et demi qu'on est là, on s'en doutait bien avant. Ça allait compliquer la vie des riverains d'ici. Et vous ne pourriez pas nous verbaliser, on gagnerait un peu plus de temps. Hein. Mais les policiers ne peuvent pas verbaliser Aurélien. La contravention n'aurait aucune valeur juridique puisque le panneau pour réserver les places est illégal. Bah écoutez messieurs, on va être obligés de partir parce qu'on n'a plus rien à faire. Hein. Quelques jours après notre tournage, Aurélien et son association ont eu gain de cause. La préfecture a annoncé que les panneaux illégaux allaient être retirés et des places rendues aux riverains. En revanche, ces panneaux, eux, sont tout à fait légaux. Ils délimitent des places prioritaires réservées aux handicapés. Aujourd'hui, à Paris, il y a quasiment 4000 places de ce type. Mais certains automobilistes profitent de ces places alors qu'ils n'y ont pas droit. D'autres vont plus loin. Ils se créent de faux documents pour stationner gratuitement sur ces places handicapées, tout en échappant au PV et à la fourrière. Ça vivote. Où est la plaque ? Pour les automobilistes vraiment handicapés, garer sa voiture est devenu un véritable enfer. Joël est confronté quotidiennement à ce problème. Dans son quartier, le 19e arrondissement, il fait régulièrement des rondes pour traquer les conducteurs qui prennent les places handicapées. Bonjour. Vous savez, juste une question, vous savez si vous êtes sur un emplacement réservé ? Vous savez que nous, on cherche toujours des places. C'est la voiture à ma mère aussi, elle est handicapée. Oui, mais c'est pas ça, monsieur. Je vous l'explique. Là, c'est votre maman qui devrait conduire la voiture. C'est pas vous qui pour utiliser une place. Parce que là, vous occupez une place d'une personne qui en a besoin, vous comprenez ? Tout le monde essaye de prendre. Pourquoi ? Tout simplement, il n'y a pas de place. Nulle part où on peut se garer. Oui, mais c'est nous qui en compétition les frais aussi, de l'autre côté. Vous savez, nous, on a du mal à se déplacer. De l'autre côté, auprès des gymnases et tout ça. Et de l'autre côté, on trouve plus de place. Vous voyez ? Entre les faux, vous n'avez jamais... Non, mais je vous le dis, voilà. Désolé, monsieur. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. À bientôt. Certains automobilistes ont des techniques bien plus malhonnêtes pour stationner sur les places handicapées en toute impunité. Ça, c'est une copie. Voilà. Voilà comment on utilise les stationnements. Et là, c'est une fausse. Hein. Je vais vous faire voir une vraie carte. Voilà la vraie carte. Donc, vous avez la date de validité de la délégation de la région préfet, de la DAS. Et de l'autre côté, voilà. Vous avez la photo, le nom, la signature et le cachet. C'est une photo avec des rivets. Ça, c'est la vraie, c'est l'authentique. Regardez. Ah. Effectivement, pas de doute possible. La carte sous le pare-brise n'a pas de rivet. C'est bien une fausse carte que cet automobiliste utilise. Et ça va continuer comme ça tout l'après-midi. Durant notre tour avec Joël, quasiment toutes les places handicapées sont occupées et au moins une carte sur deux est fausse. Non, il n'y en a jamais eu autant. Ah oui Jamais eu autant. Vous allez même au marché aux puces, c'est vendu sous... Parce que vous laissez votre carte originale, on vous la faites voler. Donc, et puis après, on fait des photocopies. Puis après, on revend voilà, le sésame. Parce que de l'autre côté, c'est quoi ? C'est l'autre côté, avec comme les places de parking sont de plus en plus chères. Bon, ça passe à 20, les PV. Et ben voilà. Donc, et puis l'autre côté, le respect des personnes, il n'est pas respecté. On ne respecte plus personne. Joël milite pour que ces abus soient punis. Nous avons alors décidé d'attendre le retour de ces automobilistes qui utilisent de fausses cartes. Nous en repérons un. Nous allons le voir en caméra cachée. Bonjour.
Je voulais vous demander comment ça se fait que vous soyez sur une place handicapée? Mais parce que en fait, je suis journaliste, je fais un sujet sur les stationnements handicapés. Ouais, mais c'est une vraie carte? Hein? Bah ouais, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a montré une carte comme ça en me disant que les vraies cartes, elles doivent avoir des rivets. Excuse-moi, je suis désolé. Donc vous êtes dans votre bon droit selon vous, quoi? Ah là, vous cherchez que je vous dis que je suis pas... on n'est pas handicapé, c'est ça que vous cherchez pour vous dire? Non, 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 mais je voulais savoir. Vous inquiétez pas, madame. C'est bon? Oui? Pour lui, c'est une vraie carte. Mais l'automobiliste a repéré notre deuxième caméra qui le filmait de loin. Il revient nous voir, il est très énervé. La prochaine fois, avant de filmer quelqu'un, on doit lui dire qu'on est en train de vous filmer. Non, non, non. Vous êtes bien d'accord? Parce que là, on est la police, on peut y aller voir la police. Oh, monsieur, d'accord? On n'a pas le droit de filmer quelqu'un comme ça. Il va jusqu'à faire appel aux policiers de la brigade anticriminalité postés quelques mètres plus loin. On n'a pas de problème, j'ai ma belle-mère. D'accord. On va se calmer. Donc, vous n'avez pas le droit de filmer. un moment. Mais l'homme devient de plus en plus agressif. Les policiers vont donc s'intéresser à lui et il demande à voir sa carte d'handicapé. Sur la carte, une photo d'une femme d'une cinquantaine d'années. Donc, c'est à qui? Elle est où, madame? Bah, il fait ses courses. Elle est où? Elle est à lui? Bah, il est rentré là ou là. Ah oui, donc ça se peut qu'elle est même pas là en plus. Non, il est là, pourquoi il est Vous pas avez là? une pièce d'identité, monsieur? Je n'ai pas sur moi. Ah, c'est pas... L'homme n'a aucun autre papier sur lui. Les policiers vont donc regarder sa carte handicapée de plus près. Quand on regarde comme ça, bon, on peut se dire, voilà, bon, peut-être. Voilà. Bon, on voit là, tu vois, avec le bout de scotch est flagrant, là, voilà. Pourtant, pour avoir envie de carte. Ici, on va parler sur le branchement. Regardez, je vous montre tout simplement, regardez, hein, tout simplement. Ça, c'est un papier qui est thermocollé. Vous avez mis un bout de scotch. C'est pas une fausse. C'est une fausse, mais sinon, c'est cartonné. Mais l'homme ne se démonte pas. Il continue à nier en bloc. Les policiers appellent leur service. Excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu te connais un peu en fausse carte d'handicapé? C'est pas carte de stationnement. C'est quoi? C'est un délit? C'est contractuel? D'accord, ok. Donc c'est délictuel. Utiliser une fausse carte d'handicapé est un délit de faux et usage de faux, passible d'une amende de 100 000 € et d'une peine de 7 ans de prison. Les policiers peuvent donc interpeller l'homme. Je l'explique. Là, je vous ramène au commissariat. C'est ça. Mais si, monsieur, vous promenez, vous stationnez dans un stationnement handicapé avec une fausse carte, c'est délictuel. C'est pas une fausse. C'est une fausse, monsieur, mais regardez. Regardez, il y a du scotch. C'est de mauvaise foi, monsieur. Moi, c'est moi qui vous appelle. Écoutez, à force, on va vous interpeller. Non, Ça commence à bien faire. On va laisser les enfants à votre soeur, mais on va vous interpeller à force de nous mener en bateau. Pourquoi? Parce que c'est un faux. J'ai rien fait de Voilà mal. pourquoi. J'ai rien fait de mal. Ici, Vous récupérez les enfants, monsieur va venir avec nous, on va l'interpeller. Monsieur a une grande bouche, comme ça il va se... L'homme est emmené au commissariat. En tout, il aura seulement à payer environ 200 € d'amende pour mauvais stationnement et non-présentation de papier. Le délit d'usage de faux doit être jugé par un tribunal, mais selon les policiers, il y a peu de chances que l'affaire aboutisse. C'est quoi ton indicatif? Pourtant, ces fausses cartes se multiplient à Paris. Pour savoir d'où elles viennent et comment elles sont faites, nous avons mené l'enquête. Direction le 18e arrondissement, en caméra cachée. Nous avons interrogé plusieurs vendeurs à la sauvette. On cherche des cartes de stationnement. Pour handicapés. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'arranger une carte handicapée. Tu vois de quoi je parle, tu sais, les cartes handicapées pour pouvoir se garer sans problème. Si tu peux m'amener, si tu connais quelqu'un, ça m'arrangerait. Tu as le numéro de TAC? Ok. 06. Rapidement, nous obtenons le contact de quelqu'un qui connaît bien le système des fausses cartes d'handicapés. Ok, fais la main. Ok, ciao. Une dizaine de jours plus tard, après plusieurs coups de fil, nous avons rendez-vous pour voir à quoi ressemblent les fausses cartes. Bonjour, ça va? Ça va, tu vas bien? Bonjour, donc c'est bon.
Alors, viens, ouais. Ils nous conduisent dans une rue discrète. Ouais, ça va. Je vais regarder encore un petit peu la carte discret et après, faut que tu m'expliques juste. Tu dis c'est sûr et tout. J'ai besoin de savoir comment il l'a fait. Moi, j'ai un copain. Elle a vu une petite fille, elle est handicapée. C'est elle. C'est elle. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est pas faux. Ça, c'est... Même les contrôleurs, s'il a appelé pour le numéro là, ça existe. D'accord. Ça existe 100%. Donc on se fait pas choper par les flics, a priori. Non. T'inquiète, mon frère. T'as pris et t'as fait la photocopie, c'est pour ça? Ça, c'est le photocopie. De l'original. Voilà, de l'original. D'accord. T'as la chance pour travailler. Ok. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Au revoir. La fausse carte est une copie réalisée à partir de papiers appartenant à une personne handicapée. Le problème, c'est que les contractuels censés sanctionner ces pratiques ne reçoivent aucune formation pour lutter contre cette triche. Excusez-moi, je voulais vous poser une question. J'habite dans le quartier et je vois souvent sur des places handicapées des voitures avec des cartes qui m'ont l'air plutôt fausses, parce que des photocopies. Et je voulais savoir du coup si vous verbalisez ou pas. C'est un sujet c'est compliqué, on peut verbaliser, mais après nous on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai, si c'est faux. Est-ce que vous avez une formation pour reconnaître les fausses cartes? Non. Pour les autres documents oui, papier, permis de conduire, tout ça oui, mais là pour les macarons on n'a aucun moyen de vérifier si c'est un vrai ou si c'est un faux. Pourtant, les vraies cartes d'handicapés sont très convoitées. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les personnes handicapées qui mettent justement une photocopie de leur macaron pour pas se faire casser leur voiture, pour pas qu'on leur vole. Donc après, c'est difficile. On peut verbaliser comme on peut ne pas verbaliser. Des conducteurs sont donc prêts à fracturer des voitures pour obtenir le précieux sésame. Si à Paris, certains ne reculent devant rien pour trouver des places de stationnement, dans d'autres villes, la peur du gendarme est loin d'être une obsession. Nice, la ville compte 350 000 habitants et quasiment autant d'automobilistes. Des conducteurs qui montrent une vraie décontraction sur la route. Ici, il est très difficile de stationner dans les rues commerçantes, alors la double file est souvent une solution. Renaud est grutier pour la Fourrière de Nice depuis 5 ans. Oui. On est au 64 Napoléon III sur l'aire de livraison. Les incivilités du stationnement niçois, Renaud y est confronté quotidiennement. Le plus gros problème sur Nice, c'est les doubles files. Et les doubles files, on a beaucoup de mal à intervenir dessus parce qu'en général, les gens sont pas loin et ils arrivent à récupérer leur véhicule avant. Ouais. Du coup, quand il se rend dans le centre-ville engorgé par les véhicules mal stationnés, ce n'est pas vraiment pour enlever des voitures. Les grutiers ont une technique bien particulière pour faire évacuer les places de livraison squattées par des voitures de particuliers. En général, on se met devant, on met les gyros en marche, parce que là, on sait qu'ils sont pas loin en général. Et alors, ça veut dire quoi? Ça vaut pas le coup de les enlever? Bah si, mais on n'aura pas le temps de les enlever de manière. Parce que le temps qu'on s'arrête, le temps qu'on demande l'accord et tout ça, comme ils sont à proximité, ils vont enlever leur véhicule avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais bon, le temps de partir, ils vont s'y remettre, hein. C'est un éternel recommencement. Contrairement à Paris où l'enlèvement est immédiat, ici les grutiers ont d'abord besoin de l'accord de l'officier de police judiciaire. Il faut en moyenne 15 minutes pour que cette autorisation soit accordée, ce qui laisse largement le temps aux automobilistes de reprendre leur véhicule. Si ça va partir, hein. Sur mon magasin, on fait des petites livraisons avec. L'effet épouvantail fonctionne parfaitement. En 2 minutes, les 3 voitures mal garées se sont éparpillées comme une volée de moineaux. Trop rapide pour les policiers, qui n'ont même pas le temps de leur mettre un PV. Renaud, lui, reprend sa tournée. Quand il roule, les grutiers sont souvent mis à l'épreuve par les policiers, pas sur les règles de stationnement, mais sur leur culture musicale. C'est là-bas? Ah bravo! Je connais pas là-bas, il est grave. C'est James Blunt? J'attendais que tu me donnes la réponse, nous. J'ai un trou là. Ah, mais c'est pas du jeu. Attends, tu me fais un quiz et tu connais pas la réponse. L'ambiance est plutôt détendue pour les salariés de la Fourrière.
Mais les Niçois qui affrontent ces incivilités au quotidien sont bien plus stressés. Comme Franck, ce patron d'une petite société de coursiers passe ses journées dans les rues de Nice avec des colis à livrer, toujours en urgence. Bonjour. Pascal, salut. Mon colis pour Puget est prêt. Vous voyez, là, on n'est plus en double, on est à double sens. Bon, ben là, par contre, voilà, ici, c'est tout le temps bloqué. C'est bloqué par des doubles fils. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un là-bas? Ah là, il doit y avoir quelqu'un là-bas. Ben ouais, voilà, là-bas. Voilà, là, les mecs, ils sont garés en double. Bon, ben ils s'en foutent, quoi. On a garé en double, s'il y a une voiture qui est en face, on passe plus. Putain, là, je commence à stresser parce qu'il est 42 et on n'est pas arrivé. En plus de créer des bouchons, les doubles fils rendent la circulation bien plus dangereuse. Voilà. Franck vient de percuter un motard en faisant sa marche arrière. Ça va? Oui, eh oui, je vous ai pas vu. Vous avez pas de... J'ai déjà fait arracher la cheville il y a 15 jours. Pardon. Voilà, ça c'est un souci. J'ai failli renverser un motard en plus. Pour Franck, circuler dans Nice est très difficile, mais se garer, c'est quasiment mission impossible pour lui. Waouh. Alors là, il va falloir que je me gare là. Vous faites un créneau là pour vous mettre en double fil? Ben oui, je suis obligé. Mais bon, je suis quand même aux livraisons, hein, vous remarquez quand même. Parallèle à une livraison. Parallèle à une livraison. Et je vais chercher mon dossier. Ici, Franck a même du mal à trouver une place en double fil. Vous voyez là, c'est sympa là. Tout le long là, c'est bloqué. Sur toute la longueur de la rue, les voitures sont en double fil. Et quelques mètres plus loin, une fois encore, presque toutes les places de livraison sont prises. Et ces voitures, elles vont pas en fourrière? Non. Pourquoi? Bah, parce que la fourrière doit être occupée. La fourrière de Nice est à un quart d'heure de voiture du centre-ville. Ici, tous les jours, environ 70 voitures en infraction sont rapportées par les 11 grutiers. Oui, la carte grise, l'assurance et le permis de conduire, s'il vous plaît. La particularité de cette fourrière, c'est aussi qu'elle répond quotidiennement aux demandes de particuliers, bloqués par d'autres voitures. C'est quoi comme véhicule qui vous gêne? Sur Mercedes, Vito. Sortie de garage, déménagement, chantier. À la moindre gêne, les Niçois appellent directement la fourrière pour se débarrasser du véhicule indélicat. Votre nom, monsieur? C'est noté. Bah, écoutez, dès qu'on a un équipage, on vous l'envoie. Comme ils sont souvent dénoncés par des particuliers, les automobilistes arrivent ici avec le sentiment d'avoir été victimes d'une injustice. Ne vous y mettez plus dans cette rue. Je suis obligée d'aller à la clinique pour le médecin. Et votre médecin, la police, qui est opéré, on m'enlève la voiture. Je vous crois, madame, mais ne vous mettez plus dans cette rue parce que tous les jours, les riverains nous appellent. Oui. 586, d'accord. BZ. Vous croyez que c'est mieux ailleurs? Elle n'était pas mal placée, mais elle ne pouvait absolument pas. J'étais très bien placée. Je ne gênais absolument pas. Mais ils ont considéré que ce n'était pas un endroit où je devais être. C'est tout. Ils ont téléphoné pour ça. Quelqu'un a téléphoné. Quelqu'un a téléphoné. Cette dame a dit que ce sont des gens qui appellent. Ah, il y a beaucoup de mauvaises foi. Ah oui? Énormément. Pourquoi? Quand ils arrivent ici, c'est mais je comprends pas, pourtant j'étais bien garée. Et voilà, c'est faux, archi faux. À partir du moment où la voiture est ici, de toute façon, c'est que ça a été justifié. Hein. Donc là, ça vous coûte 114,60 €. Ça fait 150 €, ça vous fait 1000 balles. Non mais attendez, ils sont malades, hein. Ils sont malades, hein. Si je faisais une enquête et que je trouvais qui avait balancé, je l'aurais insulté d'une façon très agréable pour elle, vous pouvez être sûr. Mais vraiment bien parce que je l'aurais mise plus bas que terre. Et elle n'aurait plus envie de recommencer. Elle est là, la voilà ta voiture. Elle est là. Bon ben Marie, je te laisse alors, hein. Bon, ben on se retrouve à la maison. Ce matin, Marie-Thérèse a eu la chance de trouver une amie pour lui servir de chauffeur. Sinon, pas d'autre choix que de prendre un taxi, ce qui aurait encore gonflé la note.
Voilà, j'espère qu'ils vont pas me l'enlever trop souvent. Je serai obligée de faire très très attention. Au revoir. Mais la ville a trouvé d'autres moyens que la fourrière pour donner des leçons aux automobilistes et reprendre en main le stationnement. La nouveauté niçoise, c'est la vidéo-verbalisation. Nice est la ville la plus équipée de France. Elle compte 600 caméras installées dans les rues les plus stratégiques. Si elles visaient d'abord à assurer la sécurité des habitants, aujourd'hui elles servent aussi à surveiller les automobilistes de jour comme de nuit. Et depuis peu, elles permettent de mettre des PV aux voitures mal garées. Dans ce poste de contrôle, un mur d'écran affiche les images de toutes les caméras de la ville. Les agents de la salle repèrent sur les écrans les automobilistes qui stationnent en infraction. Grâce aux caméras équipées de zoom ultra performants, ils peuvent lire les plaques des voitures. Sur ce boulevard en travaux, où le stationnement est interdit, une voiture mal garée vient d'être repérée. Non, c'est pas marqué. Alors, je note la plaque, l'heure, surtout ne pas oublier l'heure. À partir du moment où l'agent a noté l'heure, le chronomètre est lancé. J'ai zoomé une première fois, donc à 9h52. Si la voiture ne bouge pas dans les 3 minutes, elle va prendre un PV. Et j'attends un petit peu. Vous voyez là, hein, ils sont obligés de se mettre sur l'autre voie de circulation, donc en sens inverse de la voie de circulation. Donc c'est vraiment très très dangereux. Devant la Twingo, une deuxième voiture est stationnée, ainsi qu'un camion de livraison. De toute façon, dès qu'il y en a une, il y en a plusieurs qui se mettent à la fois. Comme il y a maintenant 3 véhicules, Guylaine ne peut pas lire toutes les plaques. Alors elle s'aide d'une deuxième caméra, mais la technique a ses limites. Si c'est visible, non, je les vois pas, ils sont trop loin. Ce système est moderne, mais pas infaillible. Pour l'instant, les automobilistes échappent au PV. Vous voyez, le premier véhicule, la Twingo, est parti. La Twingo est partie avant que les 3 minutes soient écoulées. Guylaine s'attaque donc à la deuxième voiture. Donc pareil, hein, je marque la plaque. Et voilà. Le deuxième, le conducteur arrive. Encore raté. Donc là, j'ai pas eu trop le temps. Après, bon, il y a le camion. Ce camion, c'est celui d'un livreur en activité. Mais ça ne change rien pour Guylaine. Il n'y a pas du tout de tolérance, même pour les livreurs. J'estime quand même 3 minutes, c'est quand même... c'est gentil, quoi. Pas de tolérance parce que les automobilistes sont censés être avertis par ce panneau blanc situé à proximité. Il est surveillé. Si reste vraiment pour décharger une personne âgée ou une personne handicapée, là on tolère, on estime quand même qu'on n'est pas des sauvages, même par caméra. Donc là, voilà, ça fait 3 minutes qu'il est garé. Bingo, les 3 minutes sont écoulées. Deuxième fois, pour reprendre... Guylaine verbalise le camion. Dans quelques jours, le conducteur recevra à son domicile un PV de 35 € et une photo de son infraction. En tout, le camion est resté mal garé pendant plus de 20 minutes. Pour l'instant, 3 grands axes sont surveillés, mais cette vidéo-verbalisation doit s'étendre rapidement à d'autres points stratégiques. Bonjour. Elle a déjà conquis une dizaine de communes en France, comme Cagnes-sur-Mer. Une ville, elle aussi, équipée de vidéosurveillance. Un stress de plus pour Franck le livreur. La vidéo, c'est bien, mais je préfère l'agent. Parce que l'agent, il voit ça, il voit bien que le gars est en train de bosser. S'il tourne la tête à droite, à gauche, il voit bien qu'il ne peut pas mettre son camion à 200 mètres. Et bon, ben, le gars, il faut qu'il bosse. Ou alors, comment on fait? Comment on fait? Et comment on fait le magasin qui est juste en face? Comment il fait pour faire venir son camion? Franck va devoir faire vite. J'étais garé là, tu vois, j'étais garé pile là. Ouais. Je pense qu'ils m'ont repéré, j'étais garé pile là. Je suis monté, je suis revenu. Ah oui. Et trop tard, j'avais un PV. Et franchement, la vitesse à laquelle elle est venue, en sortant, pas de police. En revenant, pas de police. C'est pas possible, c'est des magiciens, quoi. Et en fait, je pense qu'ils m'ont repéré avec ça. Avec la caméra? Ouais. Et toi, t'as pas vu les policiers? Non, ni à l'aller ni au retour.
Donc maintenant, à Cannes-sur-Mer, c'est vrai que dans ce secteur, bon, c'est fini, quoi. Je veux dire, maintenant, on fait attention, il y a des petites perpendiculaires, et on se cache. On se cache parce que le client, il attend quand même à ce qu'on lui amène ses boîtes et ce qu'on lui prenne. Et on n'a pas encore trouvé le moyen pour se jeter par la fenêtre. Donc on est obligé d'y aller physiquement. Voilà. Il a déjà pris plusieurs PV à cause de la vidéosurveillance. Alors quasiment tous les jours, il doit jouer au chat et à la souris avec les caméras, à Cannes-sur-Mer comme à Nice. Un exercice qui rajoute une bonne dose de stress à ce chef d'entreprise. Bonjour. Attention, je suis suivi. Pour éviter d'être verbalisé, Franck fait au plus vite pour livrer en moins de 3 minutes. Quand il le peut, il se met hors de portée des caméras. Oui, bah oui. Ah ouais, de toute façon. Là, on est à l'abri des caméras, logiquement. Logiquement, là, il n'y en a pas. Je regarde, parce que peut-être une bêtise, non, là, il n'y en a pas. C'est des caméras qui tournent à 360 degrés, c'est ça? Ah ouais. Là, il n'y en a pas, il y a les arbres qui gênent, donc ils ne nous voient pas. Et... Voilà. Bonjour. Plus de 300 PV dressés à distance ont ainsi été distribués à Nice depuis novembre dernier. Et il y a de moins en moins d'automobilistes mal garés. Sur les axes surveillés par caméra, la vidéo-verbalisation fait son effet. À Paris et dans les grandes agglomérations françaises, de plus en plus de caméras et de radars sont installés dans les centres-villes. Radars anti-franchissement de feux rouges, radars cachés au-dessus des voies. Ce n'est que le début. L'automobiliste n'a pas fini d'être surveillé.